Bien, bonjour à tous. Donc, en cet avant-dernier jeudi philo de l'année scolaire, donc, je vais introduire le sujet. Je vais vous exprimer une opinion. Par nature, sujet à débat, sujet à critique. Et voilà, je vous invite tous, le plus nombreux possible, à intervenir dans la deuxième partie et à dire votre opinion sur ce sujet. Alors, en introduction, j'ai choisi ce sujet en février. Évidemment, je ne connaissais pas les résultats des élections qui auraient lieu au mois de mai, encore moins au mois de juin. Mais par contre, je savais qu'il y aurait des élections et je savais que ce serait un clin d'œil à l'actualité. Néanmoins, mon souhait n'est pas de relier le sujet à la politique française de 2012, mais de l'écarter complètement et d'essayer de me placer sur un plan plus philosophique et plus global. Donc je ne parlerai pas d'élections en France. Je vais essayer de me référer à des penseurs connus et d'examiner comment leurs théories peuvent s'appliquer au XXIe siècle. Donc mon plan sera le suivant, c'est pas thèse, antithèse, synthèse, je vais essayer de développer une opinion. En guise d'introduction, je vais réfléchir un petit peu sur qui est le peuple. Ensuite, volontairement, parce que le temps est compté, et sinon Élie se fâche, il a raison, je ne vais pas m'étendre sur les cas où le peuple a raison, parce que on est tous un peu d'accord sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre sur les cas où le peuple a raison, ni sur les bienfaits de la démocratie, mais au contraire, d'une manière un peu provocatrice, volontairement, j'essaierai de passer en revue les risques qu'il peut y avoir à laisser décider le peuple. Donc je vous préviens à l'avance, ce sera peut-être un petit peu provocateur. En troisième partie, je suis en train de proposer des solutions pour limiter ces risques. Et en quatrième partie, j'évoquerai rapidement d'autres systèmes politiques qui ne laissent pas la place à l'expression du peuple et pour comprendre si ou non ils seront préférables au système politique qui laisse la place à l'expression du peuple. Alors, donc première partie, qu'est-ce que le peuple? Donc c'est une question un peu triviale, un petit peu simple. En fait, je la pose parce que j'ai conscience que si je ne la posais pas, on me reprocherait de ne pas l'avoir posée. Mais c'est pour moi pas le centre, c'est pas ce que je ne veux pas mettre ça comme question au centre du débat ce soir. Néanmoins, on peut remarquer que la réponse à cette question n'a pas toujours été si claire. Après la Révolution, on avait le suffrage censitaire et votaient ceux qui payaient l'impôt. Parce que le principe était, comme je paye, j'ai le droit de décider ce qu'on va faire de mon argent, mais par contre, celui qui ne paye pas d'impôt, parce qu'il n'a pas il est pauvre, il n'a pas le droit de voter puisqu'il ne donne pas d'argent. C'était le principe. Le droit de vote pour les femmes, c'est arrivé dans les pays courants du XXe siècle. Donc, il y a encore 100 ans en France, les femmes ne faisaient pas partie du peuple qui pouvait décider. Les étrangers, et pas seulement les étrangers aux élections municipales, mais la démocratie athénienne, les étrangers n'avaient pas le droit au chapitre. Les esclaves avaient encore moins le droit de voter. On a aussi hésité une époque entre 18 et 21 ans, l'âge où vous pouvez commencer à se faire une opinion. Puis autre question, d'un peu plus encore provocateur, les riches font-ils partie du peuple? Marx opposait l'aristocratie au peuple. Et puis leurs intérêts sont réputés divergents à celui du peuple. Est-ce qu'ils auraient le droit de s'exprimer ou pas? Et enfin, si on a une élection avec 51,5% de oui ou de favorable et 48,5% de non ou défavorable, est-ce que les 48,5% ne font plus partie du peuple? Est-ce qu'ils ont tort? Voilà. C'est des petites... donc pas de réponse vraiment à ce qu'est le peuple, c'est pas le centre du débat ce soir pour moi, mais par contre je voulais poser quelques petites questions pour dire que c'était pas aussi simple de savoir comme ça c'était qui le peuple. Alors pourquoi est-ce que le peuple n'aurait pas forcément raison? Donc notre culture en Occident, c'est de laisser la liberté de s'exprimer, de manifester, de choisir nos dirigeants et donc les politiques qui suivront. Et c'est évidemment un idéal que pour ma part je partage totalement. Je ne me vois absolument pas vivre dans un pays où je ne pourrais pas dire ce que je pense, où je ne pourrais pas revendiquer, où je ne pourrais pas protester, où je ne pourrais pas râler. Nous sommes tous égaux, nous valons tous la même chose,
Nous avons tous le droit de nous exprimer, nous avons tous le droit de faire valoir nos idées, nos intérêts. C'est quelque chose en lequel je crois. Mais c'est un idéal qui n'a pas toujours été partagé par tous les philosophes, et ces philosophes ont pu évoquer plusieurs risques à laisser le peuple décider. Et donc voilà, mon propos ça va être de lister ces risques. Le premier risque, c'est la démagogie. Donc là, on va remonter à Platon. Platon disait que pour pouvoir être compétent, il fallait connaître son sujet. Et que par conséquent, quand on était ignorant, eh ben, on n'était pas compétent et donc on ne pouvait pas décider. Et qu'en plus, Platon disait qu'il était toujours possible de faire croire aux ignorants qu'on était compétent sur un sujet. Et donc, il disait aussi qu'il y a deux manières de gouverner les ignorants. Alors, on pouvait le faire en toute honnêteté, dans l'intérêt de tous, mais on pouvait aussi utiliser la démagogie et flatter les passions. L'exemple que donnait Platon, c'est celui d'un médecin assigné en justice par un cuisinier devant un tribunal d'enfants. Le cuisinier disait, voilà, c'est moi qui vous donne la santé en vous mitonnant de bons petits plats. Et le médecin qui disait, bon, moi je vous distribue des médicaments, ils ne sont pas bons, mais c'est ceux-là qui vous gardent en bonne santé. Voilà. Et donc, qu'allaient décider les enfants, quelle était la personne qui prenait le mieux soin d'eux. Voilà, les enfants jouant dans cette analogie le rôle des ignorants. Voilà, pour Platon, le bien de la démocratie, c'est qu'elle part du principe que toutes les opinions se valent. Donc, pour lui, démocratie égale bataille d'opinion, démocratie égale scène de théâtre pour démagogues, et du coup, la conséquence, c'est que l'opinion qui prévaut n'est pas la meilleure, mais la plus démagogique. Voilà, pour Platon, donc, tout le monde se croit en démocratie compétent pour parler de tout, et c'est une illusion. Les populations sont ignorantes et incapables de se construire une opinion vraie. Le peuple choisit celui qui promet des bons. Alors en 2012, au XXIe siècle, en quoi ça peut se transposer? Bon, alors je trouve que le constat est quand même très sévère, mais on est bien obligé de constater que parfois, dans nos démocraties modernes, nos hommes politiques nous font des promesses, le fameux on rase gratis, promesses de baisse d'impôts, promesses de hausse de pouvoir d'achat, promesses d'allocation, promesses de davantage de sécurité. On flatte les besoins, on flatte les envies, on flatte les peurs, afin de s'attirer les faveurs du peuple. Voilà. Dans ces circonstances, dans ce cas-là, est-ce qu'on est sûr que le peuple a forcément toujours raison? Deuxième risque évoqué, qui est un risque collatéral au premier, c'est donc l'ignorance. Alors là, on n'entend pas l'ignorance totale, hein, mais enfin, le peuple a-t-il les moyens de se faire une opinion vraie? Donc on a vu que Platon considérait que le peuple est ignorant, mais d'autres philosophes ont pu avoir des points de vue qui rejoignent un peu celui de Platon. Alain a dit que le peuple ne peut pas savoir tout ce qui est nécessaire pour faire correctement la loi. Montesquieu a dit plus crûment qu'on ne devrait pas faire voter les gens à bulletin secret, mais qu'au vu au sud de tout le monde, afin que le peuple puisse suivre l'exemple des élites qui elles, savent. Alors en 2012, la question se pose, est-ce que nous, citoyens, nous avons les moyens de nous faire une opinion et vraie de sorte que le peuple ait raison? Alors, par exemple, j'ai pris deux exemples. L'exemple du nucléaire. Est-ce que nous tous, les 40 millions de Français, et puis qui sommes ici, est-ce que nous avons les moyens de savoir s'il faut arrêter le nucléaire? Est-ce que nous connaissons vraiment les risques pour la planète du nucléaire, les risques des autres sources d'énergie, les conséquences sur les coûts de l'énergie? Voilà. Voilà. Faute d'avoir, à mon point de vue, faute d'avoir vraiment le temps pour s'y intéresser, faute de savoir où se trouve l'information, faute d'avoir des hommes politiques qui nous exposent vraiment le problème à fond, faute parfois de connaissances de base pour bien comprendre le sujet, je doute que les 40 millions de votants français puissent se faire une opinion vraie sur le nucléaire.
Autre question, faut-il que la Banque européenne émette des eurobonds? Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on sache tous ce que c'est que les eurobonds. Je ne suis pas sûr qu'on sache quelles conséquences économiques et financières cela aurait. En tout cas, moi, je ne sais pas. Voilà, c'est des questions qui sont deux exemples de questions qui sont difficiles et auxquelles, nous, en tant que citoyens, on peut manquer d'éléments pour répondre. Et donc, pour être certain que si on fait choisir le peuple, voilà, est-ce qu'on est sûr que le peuple aura raison? Troisième risque, c'est le respect des minorités. Donc d'après, bon, je prends ce qu'a dit Tocqueville sur le sujet, le premier risque est celui de laisser le peuple s'exprimer, et donc une majorité de se former, et celui de la tyrannie de la majorité. Voilà. Dans ce cas de figure, la minorité a forcément tort, puisqu'elle est minoritaire par définition. Alors des exemples sur le 21e siècle, voilà, donc aujourd'hui, dans la NOUF, j'ai pris quelques exemples, mais c'est pas pour stigmatiser les endroits en question, hein, ça peut exister dans d'autres endroits. Dans la nouvelle démocratie roumaine, est-ce que les minorités hongroises et roms, est-ce que leurs intérêts sont préservés, est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer? Hein, si on vote, forcément, ils seront en minorité. Est-ce que sur un autre plan, les homosexuels sont protégés en Corée du Sud? Ça, je peux vous dire que non. Est-ce qu'ils l'étaient et est-ce que leurs intérêts étaient préservés en 1970 en France? Voilà, je vous laisse répondre. Voilà, un philosophe anglais dont je ne sais pas le nom a dit: la démocratie n'est pas seulement la loi de la majorité, c'est la loi de la majorité respectant comme il convient le droit des minorités. Quand le peuple aujourd'hui s'exprime sur le droit des minorités, est-ce qu'il a toujours raison? Point d'interrogation. Quatrième risque, c'est la divergence, les divergences qui peuvent exister entre intérêts individuels et intérêts communs. Et là, je voudrais me référer à Rousseau, dans le contrat social, qui distingue volonté générale, qui est liée à l'intérêt commun, et la volonté de chaque individu, qui est liée à l'intérêt privé. Voilà. Et donc la volonté de tous, selon Rousseau, n'est qu'une somme des volontés individuelles, particulières. Et Rousseau écrit que la somme de ces volontés, qui sont divergentes, se compense et que donc la somme équivaut à l'intérêt général. Alors moi, personnellement, je doute de ce postulat. Je ne pense pas que la somme des intérêts particuliers, des volontés particulières, se compense et qu'on arrive à l'intérêt général. Voilà. Et d'ailleurs, Rousseau met lui-même une réserve d'importance à ce postulat, puisqu'il dit que si une partie des citoyens, une partie du peuple ne s'exprime pas, alors là, la somme peut ne plus être nulle. Donc il peut y avoir une volonté générale biaisée. Donc autrement dit, dès qu'il y a abstention, il y aurait risque de divergence entre la somme des intérêts individuels et l'intérêt général. Alors en 2012, qu'en est-il? Je pense qu'aujourd'hui, voilà, par un exemple tout simple, hein, on a tous intérêt, chacun, à ce qu'on paye moins d'impôts. On a tous envie de dire oui à payer moins d'impôts, et il n'est pas sûr, qu'il n'est pas certain que l'intérêt général de la société, de la nation, soit qu'on paye tous moins d'impôts. Cinquième risque évoqué, il y en a 6 en tout, hein, pour ceux il n'y en a pas 17, il y en a 6, comme ça vous avez une fin, on est presque à la fin. Cinquième risque, le désintérêt. Voilà. Pour avoir une réelle démocratie, le peuple doit s'engager constamment et systématiquement. Ça veut dire que les citoyens aient du courage, de la volonté, de l'énergie, du temps. Or, les citoyens en question peuvent ne pas avoir le temps de s'engager dans le débat, peuvent ne plus avoir envie de participer au débat, suite à un découragement où ils n'y croient plus, par exemple. Ils peuvent ne plus faire confiance aux élites, pour une partie d'entre eux. Ils peuvent ne pas comprendre le débat, et par conséquent ne plus y participer. Ils peuvent estimer que les réponses apportées par les politiques ne sont pas les réponses aux questions qu'ils se posent. Dans ce cas-là, ça se manifeste dans nos systèmes aujourd'hui par l'abstention. Et donc le désintérêt peut laisser parfois la place aux extrêmes ou à un régime autoritaire, ou alors
à du populisme. Bon. Donc dans ce cas-là, le peuple... Sixième risque, la pensée unique et formatée. La majorité peut se tromper, dans le fameux exemple de Galilée qui avait raison contre tous. Il y a des circonstances où un individu ou un petit groupe peut avoir raison contre tous. Quand toutes les opinions sont égales et que c'est celle du plus grand nombre qui prévaut, c'est la liberté de l'esprit qui est menacée. Voilà. Encore aujourd'hui, à mon avis, quand une opinion se voit répétée partout en société, dans les médias, sans réel contre-argument public, ou en tout cas sans contradicteurs qui réussissent à se faire entendre ou à avoir l'air d'être légitimes, cette pensée peut devenir la pensée obligée. Et pour autant, ce n'est pas forcément la vérité, la bonne décision. Et dans ce cas, si le peuple suit cette pseudo-vérité, le peuple peut-être, dans ce cas-là, à nouveau, n'aurait pas raison. Pas forcément de sa faute. Hein. Voilà. Donc, conséquence de ces 6 risques, c'est le peuple n'a pas forcément toujours raison. Alors, donc, je résume, il peut être trompé par les élites, c'est la démagogie. Certains sujets peuvent lui être trop complexes, mal expliqués, c'est l'ignorance sur un sujet. Il peut négliger ou brimer des minorités. Il peut ne s'intéresser qu'à son intérêt individuel et ne pas se préoccuper de l'intérêt global de la société dans laquelle il vit. Il peut simplement se désintéresser de la chose publique. Il peut être formaté par une pensée tellement répandue et tellement répétée qu'elle en devient la pensée unique. Et il y a peut-être d'autres causes, d'autres risques auxquels vous penserez, auxquels je n'ai pas pensé et que vous souhaiterez évoquer en deuxième partie. Voilà. Alors nous avons passé en revue, j'ai passé en revue de manière un peu systématique et provocatrice, les principaux risques des systèmes politiques où le peuple a pouvoir de décision. Alors non, la question est de savoir comment peut-on éviter ces écueils, quelles exigences doit-on avoir pour faire en sorte que le peuple, quand il s'exprime, quand il décide, puisse avoir raison. Donc c'est ma troisième partie, plus courte que la seconde, pour rassurer, sur donc, les solutions possibles. Alors, premier élément de solution pour moi, c'est l'éducation. Le pays, la société doit éduquer chacun. Éduquer les riches, éduquer les pauvres, éduquer les intelligents et moins intelligents, et voilà, à l'école tout au long de la vie. Pour nous apprendre, pour apprendre à tous, à mieux appréhender les questions difficiles. Pour nous apprendre à acquérir un esprit critique, pour nous donner l'envie de comprendre et de nous intéresser. Donc, premier élément de solution pour moi, c'est l'éducation. Deuxième élément de solution, c'est l'information. L'information sur les sujets difficiles, l'économie, les sujets sociétaux. Alors ça veut dire que les élites politiques ne nous prennent pas pour des populations imbéciles qui ne s'intéressent pas aux questions difficiles. Et ça veut dire que les médias nous expliquent objectivement les tenants et aboutissants d'une problématique. Il faut vouloir dire aussi que justement on s'exprime dans les médias et on publie sans tenir compte uniquement de savoir si ce sera rentable et si le journal se vendra bien. Troisième élément de solution, donc la participation du plus grand nombre. Donc l'éducation de l'information pour éviter la démagogie et pour éviter l'ignorance. Troisième élément de solution, la participation du plus grand nombre. Voilà. Alors ce qu'on peut espérer, c'est des citoyens mieux éduqués, mieux informés, auront davantage envie de participer au débat politique parce qu'ils auront une opinion, parce qu'ils comprendront de quoi il s'agit et parce qu'ils auront envie de faire valoir leur opinion. Quatrième élément de solution, et quatrième exigence, c'est un bien grand mot, la vertu des individus. Voilà, s'intéresser à la politique, s'intéresser au bien commun. Ça aussi, ça peut passer par l'éducation civique. Voilà, donc selon Montesquieu, la démocratie ne peut exister que s'il existe l'amour des lois de la patrie, l'amour de l'égalité, l'amour de la frugalité. Toujours selon Montesquieu, produire des citoyens vertueux exige qu'on accorde une importance particulière à l'éducation qui inculque l'amour désintéressé de la chose publique. La vertu est un renoncement à soi-même qui est toujours une chose pénible. Voilà. Donc là, on atteint des exigences plus difficiles à obtenir.
Voilà. Donc la démocratie idéale, si on conclut sur ce thème des solutions d'existence possibles, présupposerait donc des individus éduqués, des individus informés, des individus vertueux qui oublient leur intérêt personnel pour ne penser qu'à celui du pays, des individus qui participent systématiquement, et, bon, même s'il n'est pas mentionné dans les solutions, peut-être des aires de démocratie limitées, parce que pour qu'on puisse s'exprimer, si on est trop nombreux, c'est difficile à chacun de pouvoir s'exprimer. Voilà, donc ça paraît comme ça, quand je dis comme ça, éduqué, informé, vertueux, qui participe systématiquement, ça paraît un idéal impossible à réaliser, même si c'est vers celui-là sur lequel il faut tendre. Hein, et je prends d'ailleurs que c'était aussi l'avis de Rousseau, c'est un idéal impossible à réaliser. Je ne me base pas sur les mêmes hypothèses que Rousseau pour arriver à cette conclusion, mais c'est une conclusion qu'on pourrait avoir. Mais alors les autres systèmes, donc, ma dernière partie, les autres systèmes, le système plus autoritaire, le système de dictature. Voilà. Est-ce que si le peuple a tort ou a souvent tort, est-ce qu'à ce moment-là il faut remplacer le peuple dans les décisions par une oligarchie ou un individu qui décide pour tout le monde, hein, le despote éclairé prôné par Voltaire, hein, qui disait l'homme politique qui sait mener son pays vers le mieux, par le progrès économique, qui le modernise, y compris dans le domaine des mentalités, est le meilleur gouvernant, et sa tâche ne doit pas être compliquée par le soubresaut d'un peuple mal avisé. C'est rude. Voilà, ben là, ce qu'on oublie si on prétend ça, ce qu'on oublie, c'est que le tyran, s'il veut gouverner, il ne peut gouverner dans son propre intérêt, uniquement. Le gouvernant, le tyran, peut être stupide. Il peut être les deux à la fois, stupide et gouverner dans son propre intérêt seulement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde, on a des dictatures, particulièrement en Asie, qui sont plutôt éclairées et qui contribuent plutôt au développement économique et au mieux-être de leur population. On a des contre-exemples de dictatures bien plus nombreuses qui aboutissent à des peuples brimés et malheureux. Hein. On a Cuba, Corée du Nord, les Khmers rouges, l'Amérique du Sud, années 70 et 80, le Zimbabwe, etc. Le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Voilà. Donc les contre-exemples sont de mauvaises actions, entre guillemets, sont bien plus fréquentes que les exemples de gouvernements autoritaires éclairés. En outre, j'ajouterais qu'en démocratie, si on a affaire à des dirigeants qui sont mal choisis, qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas sympathiques, voilà, on attend les élections suivantes, 4, 5, 6 ans, et puis on peut en changer. Alors que quand on a affaire à un despote éclairé, enfin non éclairé, pardon, et corrompu, eh ben, s'il est suffisamment autoritaire et organisé, il est là jusqu'à la fin de sa vie. Donc la dictature n'est pas le bon système. Donc en conclusion, je dirais que nous n'avons pas le choix. La démocratie et l'expression du peuple sont incontournables. Qu'il faut donner à la démocratie les moyens de bien fonctionner. Qu'il faut donner au peuple les moyens d'avoir de plus en plus raison, même si on sait que de temps en temps il aura tort. Et que c'est pas seulement en donnant temps de parole à la télévision ou à chacun et en contrôlant les dépenses des campagnes, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc un souci de l'éducation à l'école, de l'éducation civique à l'école pour donner envie et faire comprendre l'importance de notre engagement, éviter la démagogie. Alors est-ce que, je sais pas, j'ai un genre des idées parfois un peu absurdes, hein, est-ce qu'il faut un organisme qui contrôle la faisabilité, les coûts, les conséquences pratiques des promesses faites par les différents partis ou candidats? Est-ce qu'il faut un organisme qui, après les élections, recense les promesses, elles sont réalisées ou pas réalisées? Il faut instaurer l'obligation d'informer, réfléchir sur le rôle des médias, réfléchir sur comment doivent se comporter les hommes politiques. Voilà, donc est-ce qu'on a une chance de voir les choses s'améliorer dans un avenir prévisible? Voilà, c'est toutes ces questions que je vous soumets.